Bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour, rendez-vous hebdomadaire, rencontre et nouveau numéro, le 193e. On va une fois encore visiter l'actualité sur notre pays en cette période post-électorale, depuis le 25 avril que les Togolais étaient aux unes pour désigner un nouveau président. Beaucoup d'interrogations, la formation du gouvernement, la désignation de nouveau Premier ministre. Jusque-là, nous sommes dans cette situation. Pour en discuter, deux confrères, deux journalistes sur ce plateau, et plus encore, un membre de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à la personne de M. Francis Pedro Amouzou. Merci, Monsieur le Président, d'être associé à cette discussion. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à vous-même, à tous nos collègues qui sont sur. Bonjour à vos auditeurs. Le Togo est notre patrie. Il nous appartient tous. Merci. Vous avez accepté de discuter avec Fulbert Atisso. Il est journaliste et écrivain. Fulbert, avec vous, on va encore analyser la situation qui est prévue entièrement sur la tête de nos avis. C'est un plaisir. Je saisis cette occasion pour vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite en m'invitant sur ce plateau. Et je saisis également l'opportunité pour dire bonjour et saluer tous ceux et toutes celles qui nous suivent et nous écoutent en ce moment. Allons droit au but. Il est bien question de parler des leçons, de bilan qu'on peut tirer de la présidentielle d'avril dernier. Je commence à tout hasard par vous. C'est pas un hasard puisque vous étiez à la CENI et vous savez ce qui s'est passé là. Alors dites-nous, Pedro, quelle appréciation faites-vous de ce scrutin? Quand on laisse de côté tout ce qu'on peut dire, mais de façon générale, vos impressions premières. L'élection présidentielle du 25 avril, on peut tirer beaucoup de leçons. La première leçon, c'est que cette élection a montré la position de chaque parti politique et de chaque acteur. Tous ceux qui se sont intéressés à la chose politique, cette élection a montré la face de tout le monde. C'est ça. Ça, c'est, vous avez découvert le vrai visage de tout. Oui, ça c'est le premier enseignement que personnellement je dis. Le second enseignement qu'on peut tirer, c'est que le pouvoir en place était obligé de faire un coup de force. C'est-à-dire, le pouvoir était obligé de faire un coup de force. Parce que les méthodes de fraude que le pouvoir a mises en place, ces méthodes ont été dévoyées. Ces méthodes, quelque part, on a eu à les bloquer. Donc, ils étaient obligés de faire un coup de force. Un troisième enseignement qu'on peut tirer de cette élection, c'est que quand on prend 2005, on a vu qu'en 2005, c'est un militaire, on l'a vu, c'est l'image a fait le tour du monde, qui est parti dans ses aisselles avec une urne, oui. Et tout le monde l'a vu. Ce qui veut dire que l'élection n'est pas, cette élection présidentielle était tout autre que transparente, n'est-ce pas? En 2010, lorsqu'on veut continuer dans les enseignements qu'on peut tirer, c'est que le pouvoir était obligé d'aller saisir les PV et le matériel informatique d'un parti concurrent, n'est-ce pas? Et en 2015, le pouvoir était obligé à la face du monde d'aller à un coup de force. Ce qui montre que clairement, le nœud du problème togolais, c'est le pouvoir togolais. C'est le pouvoir en place togolais. Voilà, succinctement, trois enseignements qu'on peut tirer. Je peux par la suite étayer cela avec beaucoup plus de précision et de preuves si ça n'est pas. Fulbert Atisso, vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Et ce que moi je dirais, c'est que les élections au Togo se suivent et se ressemblent. Quand on prend pratiquement toutes les élections présidentielles que nous avons connues au Togo, depuis 1993, nous avons passé 6 élections présidentielles. Et on va prendre au moins à partir de 2005.
En 2005, les élections ont été émaillées de violence et elles ont été contestées. En 2010, les élections ont été également contestées. En tout cas, ceux qui ont été désignés par les institutions comme élus à l'issue de cette élection de 2010 n'ont pas été reconnus par les perdants, ou en tout cas ceux qui ont été déclarés perdants comme les vainqueurs, comme ceux qui ont gagné ces élections. Le même scénario en 2015, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection présidentielle et à l'issue de cette élection, on a proclamé des résultats, les institutions officielles l'ont proclamé, avec quelques couacs, et il y a eu encore de la contestation. Donc, deux constances dans toutes les élections présidentielles. La première, c'est que chacune de ces élections est contrôlée. Tous les processus électoraux sont contrôlés par le parti au pouvoir. Les institutions... C'est lui qui organise. Ben oui, c'est le pouvoir qui organise. Mais il est évident pour tout le monde qu'il fallait créer les conditions, organiser le cadre électoral de manière à ce que le contrôle des élections échappe au parti au pouvoir. Mais ça n'a jamais été le cas. Quand vous prenez la dernière CENI, elle a été chapeautée par un membre du parti au pouvoir. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, elle est une institution caporalisée. D'ailleurs, ceux qui ont été déclarés perdants de ces élections ne l'ont pas reconnue comme telle. Alors, deuxième aspect, c'est la contestation permanente. Donc, deux constances, contrôle des processus électoraux par le parti au pouvoir, et puis à l'issue de ces élections, la contestation. Maintenant, deux enseignements à tirer, moi, à mon niveau. Alors, le premier enseignement que nous pouvons tirer de l'élection présidentielle de 2015, c'est que le régime uni n'a pas encore intégré l'idée de l'alternance politique. Il continue à être dans la logique de la confiscation du pouvoir. Deuxième chose, c'est que ceux qui ont dit à tout le monde dans le pays qu'ils sont capables de gagner cette élection, en dépit des mauvaises conditions qui ont été décriées par une partie même de l'opposition. Le CAP 2015 a donné le gage à tout le monde qu'il est capable de gagner cette élection. Ils ont été prévenus que ceux qu'ils ont en face d'eux sont des voleurs d'élections. Le CAP 2015 a dit, cette fois, il n'y aura pas de vol. On a demandé aux populations de cotiser de l'argent pour que le vote des électeurs soit sécurisé. Donc moi, je me trouve aujourd'hui mal à l'aise que l'on me dise que ces élections ont été une fois encore volées, alors qu'ils ont été prévenus que vous avez en face de vous des voleurs d'élections et que les conditions ne sont pas bonnes pour que vous allez à cette élection. Donc, premier enseignement, eh bien, la confiscation permanente du pouvoir par le parti uni. Et deuxième enseignement, eh bien, ceux qui ont dit qu'ils peuvent aller à ces élections, malgré qu'il n'y ait pas de bonnes conditions et qu'ils sont capables de les gagner, ont montré qu'ils ne pouvaient pas gagner cette élection. Et finalement, vous pensez qu'ils ont tort d'y aller? Moi, je pense qu'ils ont tort d'aller à cette élection. D'abord parce que l'opposition a été divisée sur la participation à cette élection. Il y a eu les participationnistes, que sont CAP 2015 et tous les autres partis et candidats qui ont participé à cette élection du côté de l'opposition. Et puis, deuxième chose, il y a eu le fait que le CAP 2015, dont le noyau central est l'ANC, a toujours crié, que ce soit dans les meetings du FRAC, du CST ou de l'ANC elle-même, que nous ne participerons jamais aux élections sans qu'il y ait des réformes. Et nous, par exemple, nous avons dit, vous risquez de ne pas avoir à l'appel des patriotes, parce que vous m'avez présenté comme étant journaliste, écrivain, mais il faut dire également que je suis l'un des initiateurs de l'appel des patriotes. Alors, nous leur avons dit, vous risquez de ne pas avoir les réformes avant d'aller à cette élection. Donc, la stratégie que vous pourriez adopter en l'absence des réformes, c'est d'avoir un seul candidat face au candidat du parti UNIR. Là aussi, non, ça n'a pas été fait. La candidature unique a été galvaudée. Oui, mais parce que pour nous... Il y a 6 partis quand même qui ont soutenu la candidature unique. Oui, mais il y a 6 partis qui ont soutenu la candidature de M. Jean-Pierre Fabre.
Mais il n'y a pas que 6 partis dans l'opposition togolaise. On ne peut Il pas y a quand même bien forcer d'autres tout le partis. monde, n'est-ce pas? Mais nous parlions à l'époque de candidat unique de l'opposition inclusif. Mais là, nous avons assisté à un candidat unique exclusif, candidat du CAP. Le CAR n'avait pas été d'accord, ADI n'a pas été d'accord, et bien d'autres partis n'ont pas été d'accord, et on dit, n'allez pas à cette élection parce que vous allez vous casser la figure. Eh bien, le résultat, il est là. Ok. Pedro, vous l'avez suivi, n'est-ce pas? Je avec, rappelle que vous avez été représentant du CAP 2015 au sein de la CENI. Avec beaucoup d'attention. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous analysez la situation, que vous regrettez votre prestation, ou bien ça vous êtes plutôt renforcé dans votre option? Je le répète ici. Si on n'était pas allé à ces élections, ce serait une autre catastrophe. Mais ça n'a rien changé. Hein. Écoutez, oui. Il faut être clair là-dessus. Si on ne va pas à ces élections, le pouvoir irait à ces élections. Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont prôné le boycott savaient très bien ce qu'ils cherchaient. J'ai dit tout à l'heure que cette élection a montré la face de tout le monde. Tout le monde a planté son drapeau, très clairement et nettement. Et le peuple togolais est clair aujourd'hui. Tout le monde connaît tout le monde. Et ça, c'est ce que cette élection a apporté de plus que tout ce qui s'est passé avant. Alors, disons-nous, si on boycottait ces élections, le pouvoir y allait. Oui. Quand le pouvoir va aller, il trouvera toujours une béquille pour l'accompagner. Et vous avez joué aussi ce rôle de béquille d'accompagnement? Absolument. Non. Absolument. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que je suis un témoin vivant de ce qui s'est passé. Je prends par exemple, lorsque les gens parlent, beaucoup de gens parlent sans savoir de quoi ils parlent. Moi au moins, je sais quelque chose. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai touché de mes mains la réalité. Je prends le fichier électoral. Tout le monde criait ici. Ah oui, le fichier est ceci, le fichier est cela. Avant même que l'OIF n'arrive pour essayer de faire quelque chose sur ce fichier-là, nous, on avait déjà travaillé sur le fichier. Et j'étais à la CENI. En ce moment, j'étais vice-président de la CENI Lomé Commune 5. Je rappelle très bien. Nous avons été appelés à la rescousse. Et nous avons on a tiré tout le fichier. Et c'est avec un bic rouge que nous avons passé des jours et des jours à la CENI pour élaguer d'abord les doublons. Tenez-vous très bien. Pas seulement ceux de Lomé, le fichier de Lomé. Je parle du fichier sur toute l'étendue du territoire. Nous avons dû, et c'était un travail harassant, nous avons enlevé beaucoup de doublons. Certes, nous ne pouvons pas enlever les décédés. Parce que le Togo n'a pas de statistiques pour les décès. Nous n'avons pas de statistiques. 55 ans d'indépendance, la statistique est nulle. Elle est nulle. Donc, nous n'avons pas, le Togolais ne déclare pas ses décès. Donc, on ne pouvait pas enlever les décès de ce fichier. Il faut être clair là-dessus. Mais les doublons, nous les avons élagués. C'est ça. Il restait, parce que c'est un fichier électronique, il restait quelques poches de doublons. Sur ce fichier-là, on a fait venir l'OIF. C'était un travail du CAP 2015, on se le rappelle. Et d'autres sont venus. C'était un travail d'abord politique, un travail diplomatique. Les gens ont tendance à oublier très vite que les choses ne sont pas venues par hasard, mais les choses sont venues parce qu'il y a un travail d'arrière-plan. Quand l'OIF est venu, l'OIF a fait son travail. Et l'OIF a dit, nous avons élagué le truc. Ce fichier, il reste quelque chose là-dessus. Surtout du côté des décès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un engagement politique. Les gens ont pris un engagement politique. Parce que le fichier que nous avions là, on pouvait travailler là-dessus. À moins qu'on demande un recensement électoral. Nous sommes dans une révision
de liste électorale. Les gens ont dit non, les gens ne se sont pas mobilisés pour. Faux. Je dis faux parce que nous, on a eu des statistiques jour par jour. Quand c'est une révision, les gens ne se déplacent pas, ne font pas une queue pour la révision. Si c'est un recensement électoral, oui. Donc, Quand vous avez dans un oui. bureau, dans un CLC, vous avez dans un bureau jusqu'à 200 enregistrements par jour pour une révision. Je ne dis pas que c'est la moyenne, non. Si vous en avez, il faut savoir qu'il y a quelque chose, il y a un travail. Voilà. Non, pas un problème, il y a un travail qui s'est fait, les gens se sont mobilisés pour aller faire cette révision. Ceux qui ont leur nom sur la liste n'ont pas eu de problème pour aller s'aligner. Mais ceux qui ont quitté leur zone habituelle, bon. Donc sur ce fichier-là, nous avons fait un travail. On ne dira pas que c'est un travail nul. Donc le fichier, quoi encore? Quoi d'autre encore? Maintenant, allons-y, petit à petit. Sur l'organisation des élections, de toutes les manières, moi je suis allé à la CENI un mois avant ces élections. Ceux qui étaient là avaient fait un travail d'organisation. Souvenez-vous que la CENI elle-même, le bureau, la composition du bureau, nous avons travaillé là-dessus. Et cette fois-ci, on a été plus intelligent que le pouvoir en place. C'est-à-dire, on savait que le poste de président allait créer problème. Comment il faut arriver à faire en sorte qu'on ait notre œil sur ce qui se fait. La première des choses que ceux qui m'ont dévancé à la CENI ont fait, on dit, voilà, on laisse la formation, la composition du bureau, on travaille sur les sous-commissions. La CENI a 5 sous-commissions. La première sous-commission, c'est l'administration et logiciel. La seconde, c'est les finances. La troisième, c'est la sous-commission opération électorale. La quatrième, c'est la sous-commission communication, relations publiques. Et la cinquième sous-commission, c'est la commission sécurité électorale. Alors, l'exercice que les nôtres ont fait, dit, mais trouvons d'abord des solutions à ces sous-commissions-là. Le président de la CENI a combien de sous-commissions sous sa coupole? Le vice-président a combien de sous-commissions sous sa coupole? C'est le débat, le cheminement. Et on savait que le pouvoir allait être tatillon sur le poste de président. Finalement, nous les avons amenés à accepter que le président est sous sa coupole, la commission administration logistique et la commission finance. Vous savez que pour le pouvoir, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il n'aimerait jamais laisser ça. Bon, on va ponctuer le débat. Mais si les gens veulent comprendre, vous avez posé une question, si les gens veulent comprendre, les gens doivent comprendre. Oui, on va aller plus rapidement. Oui, moi ponctuer le débat. Donc, la vice-présidence devait avoir sous sa coupole 3 autres. Et la plus importante, la sous-commission opération électorale. C'est quand on a fini tout ça qu'on a dit maintenant il faut composer le bureau. Et dans la composition du bureau, vous savez tout ce qui s'est passé, je passe ça sous silence. Finalement, ils ont pris la présidence et nous, on a pris les 3 commissions qui étaient plus importantes pour ces élections, dans l'organisation des élections. C'est pour ça que la CENI, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à se couder, je vous le dis, ils ont des problèmes. Je peux vous le dire. Je suis très informé, je sais ce qui se passe. Donc, qu'on ne dise pas. On était en fait sur la question de la participation du CAP 2015, malgré que les conditions. Je vous l'ai répété, si nous ne sommes pas allés à ces élections, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. N'en déplaise à ceux qui veulent nous challenger. Les choses sont là, parce qu'eux, ils iront, et quand ils iront là, nous n'aurons plus la voix pour parler.
Parce que ça s'est déjà passé. La ça communauté internationale dira, vous n'êtes pas allé, vous avez fauté. Et c'est comme ça. C'est un serpent de mer, la communauté internationale. J'en reviendrai plus tard. Oui, je pense que nous ne sommes pas dans un débat technique de compréhension du processus électoral. Parce que tout ce que Francis Pedro vient de dire, c'est de nous... C'est pas superflu, hein? C'est pas superflu non plus, mais il a voulu nous faire comprendre comment les choses ont été faites dans leur composition, dans leur organisation. Je pense que nous sommes dans un débat bilan d'un processus électoral qui a tiré ses rideaux ou qui a tourné la page. Parce qu'une élection a été organisée, des institutions officielles ont proclamé des résultats. Il s'agit aujourd'hui de faire le bilan de ce qui s'est passé, de cette élection. Alors, moi je dis, pourquoi le CAP 2015 a participé à cette élection? Monsieur Francis Pedro a dit, si nous n'avions pas participé, le pouvoir irait à cette élection peut-être avec d'autres. Moi je pense qu'on va à une élection pour la gagner, surtout une élection présidentielle est une élection majeure. On ne participe pas à une telle élection pour plaisanter. On va à une telle élection pour gagner. Et pour gagner, il faut s'assurer des bonnes conditions d'organisation de ces élections-là. Alors, il est en train de faire des détails. Le diable est dans le détail, comme on dit. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le CAP 2015 s'est donné un défi. Pendant qu'à côté et dans l'opposition, certains avaient dit mais vous ne pouvez pas participer à cette élection, vous ne gagnerez pas. Aujourd'hui, quand moi je suis l'argumentation de M. Pedro, je l'ai suivi sur d'autres médias, il tente de justifier que le CAP 2015 a été volé. Et moi, j'ai dit également sur d'autres médias alors, que vous ne croyez pas ça? Je n'accepte pas ça. Vous ne croyez pas. À supposer même que c'était le cas. À supposer que c'était le cas. Parce que je suis d'accord, quelque part, avec l'argument selon lequel le processus électoral n'est pas crédible. Quand on voit la façon dont les résultats ont été proclamés. Ce n'est pas la CENI dans son entièreté qui a proclamé les résultats. Tout à fait, oui. On est d'accord. Bon, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Ça veut dire que les choses ne se sont pas bien passées. Le processus électoral n'est pas crédible. Bon, mais nos amis du CAP 2015 ont été prévenus. Et nous leur avons dit, Pedro le sait, ne revenez pas cette fois-ci pour nous dire que vous avez été volé. Ça a été le cas depuis 1998, on a été volé. 2003, on a été volé. 2005, on a été volé. 2010, on a été volé. Et puis en 2015, vous avez été prévenus, des choses ont été dites au sein de l'opposition. Il y a un groupe dissident qui vous dit les réformes n'ont pas été faites, les conditions d'une bonne élection ne sont pas garanties. N'y allez pas. Le CAP 2015 a dit nous avons pris les mesures pour sécuriser les résultats. Aujourd'hui, je suis mal à l'aise d'entendre l'argument selon lequel nous avons été volés. Pedro, cet argument n'est pas admissible parce que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous avez été volé. Vous avez été prévenu que vous avez en face de vous des voleurs d'élection. Comment faites-vous pour ne pas être volé? Ça n'est pas une justification. Il faut croiser les bras. Non, il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas aller légitimer. Il ne faut pas aller légitimer une élection qui est gagnée d'avance par le candidat. Vous avez légitimé, à supposer que vous qui êtes le candidat sérieux, le CAP 2015, on a dit que c'est le challenger de M. Faure Gnassingbé du Parti Uni. À supposer que le CAP 2015 se désistait au dernier moment, qui ne participait pas à cette élection. Ces élections n'auront aucune crédibilité. Le chef de l'État aurait été mal élu. Il n'aurait pas eu en face de lui un challenger. Mais là, il est bien élu. Mais attends, même s'il n'est pas bien élu, vous l'avez cautionné, vous l'avez légitimé. Non. Pedro, quelle était vos garanties à l'époque, quand vous rassurez les gens? Parce qu'on a entendu ça dire dans la meeting, que cette fois-ci, sur mon plateau aussi, les gens sont venus dire que cette fois-ci, on ne va pas nous voler. Alors, sur quoi comptiez-vous à l'époque? Nous comptions quand même sur nous, mais nous comptions sur la population togolaise. Ça, il faut être clair là-dessus. Qui a cotisé.
Qui a cotisé. Oui, bien sûr. La population. En quoi ça gêne? Oui, mais ça C'est les militants du camp 2015 qui ont cotisé. Vous avez cotisé, vous? Non, les populations ont cotisé. Non, vous avez cotisé. Ont cotisé. Les On a sociaux débat de réclamé cotisation. 150 Vous n'avez pas... millions, et finalement, on s'est retrouvé, selon les dernières informations, avec 350 millions. Qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, qu'on ait l'humilité de de présenter les comptes en disant... Ça, c'est notre débat. Ce n'est pas le débat, Fulbert Atisson. Ce n'est pas le débat tout à l'heure. Je pense que c'est le débat du bilan. Non. Oui. Mon ami est venu avec une idée fixe. Et je suis prêt à lui répondre. Clairement, très clairement. Mon ami, il n'a pas cotisé. Je ne vous cotiserai pas pour que vous les mettiez dans votre poche. Voilà. Moi, je demandais quelles étaient les garanties. Nous y sommes. Oui. C'est ça le Togolais. C'est ça le Togolais. Il est méchant. Il est méchant. Pas de nature. Il est méchant. Non, il est méchant. Accident. Il est méchant fortuitement. Il dit des choses et dont il n'a même pas la preuve. Revenons au débat. C'est ça. Il dit même des Pedro, choses. Parce que ce qu'il dit, c'est sur un plateau. Il faut que je réponde sur un plateau. Il dit, si je le comprends très bien, que les gens ont cotisé pour CAP 2015 et CAP 2015 a bouffé l'argent. C'est ça qu'il dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur Fulbert Atisson? CAP 2015, c'est ça que vous venez de dire. CAP 2015 a organisé quand même une cotisation. Mais c'est où vous n'avez jamais vu des partis politiques demander des cotisations pour aller aux élections. On n'a pas dit que c'est mauvais. Alors oui. De quoi? Qu'est-ce qu'on reproche à CAP 2015? Est-ce que quand les gens perdent les élections ailleurs, normalement, est-ce qu'on leur demande des comptes? C'est ça le Togo. Nous sommes capables de rien du tout. Mais nous critiquons ceux qui veulent faire quelque chose. C'est ça le drame dans notre pays. Voilà. Maintenant, je reviens. Pour vos spectateurs, vos téléspectateurs, je reviens. Garantie, quand on va à une élection, on prend la garantie d'aller vers les populations, d'aller leur présenter un programme, de parler, de discuter avec ces populations. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Oui. Nous l'avons fait. Maintenant, si les résultats, au dernier moment, ce que moi je sais, parce qu'il y a un moment qui vient, je voudrais avoir que la presse puisse amener tous les protagonistes autour d'une table, que nous puissions nous parler, les yeux dans les yeux. Parce que quand nous commençons par dire certaines choses, on va dire « Oh, ce sont des mauvais perdants ». Non, je ne suis pas un mauvais perdant. Ces élections, le CAP 2015 les a gagnées. Et ça, je mets mon point d'honneur à le dire. Parce que j'ai suivi bout en bout. Je parle du 26 avril. Je parle du 27 avril. Avant d'arriver au 28 avril. J'ai suffisamment de preuves dans ma poche. Suffisamment de preuves pour prouver que CAP 2015 a gagné ces élections. Maintenant, si on fait un coup de force, et ceux qui sont censés, qui parlent de démocratie, savent qu'il y a eu un coup de force, mais qui ne veulent pas en parler. Ils veulent mettre le tort sur le dos de la victime et laisser l'oppresseur, on leur laisse libre cours. Si c'est bien, si c'est faisable, si c'est tout le monde peut le faire, que ceux qui critiquent, qu'ils prennent la voie pour le faire. Au lieu de critiquer, voilà, qu'ils le fassent, on va voir. Oui, je rappelle tout simplement qu'en 2010, il y avait beaucoup de partis qui avaient quand même soutenu la victoire de l'opposition à l'époque de Jean-Pierre Fabre. Il y a des contestations à l'époque, c'était au mois du FRAC, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, on a comme impression que CAP 2015 se retrouve pratiquement seul dans cette logique de contestation. Voilà, non, oui. Non plus. Oui, un instant, oui. Non oui, plus. Oui. Vous savez, chaque période, sa stratégie. À chaque période suffit sa stratégie. En tout cas, le peuple togolais saura que si les gens ne sont pas rentrés dans la rue, c'est un effort surhumain pour ne pas le faire. Parce que ceux qui ne savent pas, ce qui allait advenir, et que nous savons, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les gens soient autour de la table. Je veux les membres de la CENI
autour de la table pour que nous disions un certain nombre de choses. Moi, je suis informé de beaucoup de choses à la fois. Est-ce que nous allons faire cela, sachant, ayant l'information en bonne et due forme? Vous avez reçu le vice-président de l'ANC ici la dernière fois. Vous lui avez posé la même question. Il vous a répondu. Mais nous attendons le bon moment. Rira bien celui qui rira le dernier. Bon, d'accord. Philbert. Oui, vous avez fait la comparaison. On a avec l'impression qu'il y a 2010. une accalmie apparente. Ben, oui, justement. D'abord, il faut dire qu'entre 2010 et 2015, il y a quelques différences. 2010, l'UFC, qui avait participé à cette époque, à cette élection, a vu son centre de compilation investi par les gendarmes aux ordres du parti RPT à l'époque, qui a saccagé les ordinateurs et qui a brûlé les procès-verbaux. Alors, si à l'époque le RPT savait qu'il avait gagné les élections, pourquoi s'est-il comporté de la sorte? Donc, ce comportement du parti RPT qui est allé saccager le centre de compilation de l'UFC pour empêcher l'UFC de réaliser, de rassembler les preuves de sa victoire, eh bien, a légitimé la contestation. Et il nous souvient à l'époque que c'est des centaines de milliers de gens qui se sont mis dans la contestation avec M. Jean-Pierre Fabre. Parce qu'il y a un élément factuel qui confortait la thèse selon laquelle les élections étaient volées. Mais en 2015, le problème, c'est que les élections se sont passées. Il y a eu des imperfections à la CENI, Pedro l'a dit. Peut-être que Pedro veut faire un débat avec ses homologues de la CENI. Moi, je fais plutôt un débat politique de constatation et un débat a posteriori, après que nous avons tout vu, tout connu. C'est que 2015, on a quand même laissé la partie adverse compiler ses résultats. Et j'ai même vu Pedro proclamer des résultats au siège de CAP 2015, où il a déclaré élu M. Jean-Pierre Fabre. Mais le vrai problème aussi, c'est que la plupart des observateurs qui ont participé à ces élections ont décerné des satisfecits à ces élections. Même la concertation nationale de la société civile a dit que ces élections se sont bien déroulées et que les résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle par la suite reflétaient la réalité de ce qu'ils ont pu obtenir à leur niveau. Je crois que tous ces éléments ont, à mon avis, engourdi la contestation. La contestation n'avait pas véritablement d'éléments pour se constituer. Oui. Et puis, deuxième chose, c'est que entre 2010 et 2015, beaucoup de choses ont été dites, à la fois par des intellectuels, par des partisans de l'opposition, qui ont dit, eh bien, pour aller à une autre élection, il faut s'assurer de meilleures conditions. Et que ceux qui prennent le pari d'aller à ces élections ne doivent pas revenir pour dire qu'ils ont été volés. Donc, déjà au niveau des populations, parce que moi, je ne parle pas souvent de peuple. Le peuple, c'est à la fois ceux qui ont voté pour le parti UNIR, ceux qui ont voté pour l'opposition, et nous qui n'avons pas cru dans ce processus et qui n'avons pas voté. Parce que le peuple, c'est toutes les composantes et partent ici et là. Donc, on ne peut pas parler de peuple lorsqu'on est dans un parti politique spécifique, mais on peut parler de population. Mais moi, je dis les populations n'étaient plus tellement dans la logique de la contestation, vu que, eh bien, on a dit à ceux qui ont participé à cette élection de prendre toutes les dispositions pour sécuriser les votes et faire en sorte que si jamais il y avait des problèmes, qu'ils puissent apporter la preuve. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est tout simple. Francis Pedro a proclamé des résultats avec 26 CELI. Il y a 16 CELI qui ont été laissés de côté. Qu'en est-il de ces 16 CELI qui ont été laissés de côté? Où sont les procès-verbaux de ces 16 CELI? J'ai cru avoir vu 2 présidents de la sous-région qui étaient venus ici. Oui. Alors, le CAP n'a qu'à rassembler les preuves de sa victoire pour aller les montrer à M. Alassane Ouattara et au président ghanéen, au lieu
de rester là à dire nous avons gagné, nous avons été volés. Si on a des preuves qu'on a gagné, moi je suis de l'opposition, si le CAP 2015 a gagné, oui, nos idées, nos amis seront au pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a les preuves de cette victoire? Si on les a, qu'on les brandisse dans des journaux pour que nous les voyions, qu'on aille les montrer là où on doit les montrer pour que tout le monde comprenne qu'en réalité, le CAP a gagné cette élection et qu'il a été volé. La question des preuves matérielles se pose toujours à chaque élection. Je vais répondre. Oui. Je vais bien répondre. Mon ami dit que c'est parce qu'en 2010, on est allé saisir Monsieur Francis les Pedro, procès. allons-y. Est-ce que... Les téléspectateurs sont là. Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait eu de contestations. Mais je dis que le 28 avril, la CENI n'a travaillé que sur 14 PV. Et tous ces 14 PV étaient problématiques. Et ces 14 PV, nous avons dit, comme il y a des problèmes sur ces PV, nous avons avec nous un comité d'accompagnement. Voilà encore quelque chose que les gens doivent savoir. Ce comité d'accompagnement, composé et des observateurs, et de la communauté internationale, et du gouvernement togolais, et des candidats, des délégués des candidats, le test, c'est-à-dire l'accord politique qui a mis en place ce comité d'accompagnement dit, lorsque la CENI a des problèmes, il faut s'en remettre au comité d'accompagnement. Oui. C'est ce que nous avons fait en respectant les tests et les lois de notre pays. Alors, nous ne pouvons pas remettre quelque chose dans les mains d'un comité d'accompagnement qui est issu d'un accord politique national et international et commencer par gloser là-dessus. Voilà la méthode. Il faut être responsable. Lorsqu'on accepte quelque chose, nous avons voulu laisser l'entière responsabilité au pouvoir de violer cet accord. Mon ami dit que nous sommes en politique. Et oui, nous sommes en politique. C'est pour cela que nous avons réécrit, CAP 2015 a réécrit à l'OIF pour dire, eh bien, voici l'accord. Vous êtes signataire de cet accord. Nous aussi, nous sommes signataires de cet accord. Pour nous départager, voilà ce que nous nous proposons. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? L'OIF a réagi? L'OIF dit, lorsque les institutions de la République, et mon ami aussi dit, les institutions de la République... Non, l'OIF, pas moi. Non, avant. Allons-y. Avant, vous l'avez dit. Oui. Et lui-même, il a conclu qu'une partie de la CENI a proclamé les résultats. Je suis d'accord avec vous. Une partie, ce n'est pas la CENI qui a proclamé les résultats. Oui. Si la CENI n'a pas proclamé les résultats, ce qui veut dire que vous attestez que nous avions raison de dire qu'on a volé. Et vous avez les preuves de fraude. Oui. Mais pourquoi? Vous l'avez présenté aux observateurs, aux deux présidents qui ont joué de caution morale. Je dis, il y a un temps, rira bien celui qui rira le dernier. Le temps viendra quand? Nous ne faisons pas, nous ne faisons pas dans le blablabla, le blabla inutile. Tout le monde nous bassine, dit ce qu'il lui pense et lui passe par la tête. D'accord, il faut accepter ça. Parce que lorsqu'on décide de travailler pour l'intérêt général, on doit garder son calme pour pouvoir y aller et sereinement. Oui. Et il a parlé des deux présidents. J'ai vu les deux présidents, moi aussi. J'ai écouté ce qu'ils ont dit. Je ne vais pas répéter en anglais ce qu'ils nous ont dit. Alors, de quelle preuve vous attendez? Si ce n'est pas suffisant pour vous, de quelle preuve? Vous dites qu'il y avait une partie. Vous pensez qu'on n'a pas les procès-verbaux? Vous pensez qu'on s'amuse? On s'amuse. On ne s'amuse pas. Oui. On ne s'amuse pas. C'était une erreur. Ça serait une grosse bêtise de ne pas aller à ces élections-là. Parce que c'est en allant à ces élections que nous avons contraint les gens à faire ce qu'ils nous ont fait au vu et au su de tout le monde, ce que tout le monde a vu. Mais, je vous dis, j'ai fait 28 jours à la CENI. J'ai les bandes des 28 jours. Je sais ce que je dis, j'ai les bandes.
Je parle de bandes. Alors, j'ai les bandes des 28 jours. Très rapidement, Pedro. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement les représentants de l'opposition à la CENI? Parce qu'on a appris que vous êtes interdit d'accès aux locaux de la CENI. On ne vous convoque plus en séance plénière et on vous a même demandé de prendre des excuses. À qui les excuses et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce code-là qui nous le dit. Article 17. Que tout membre de la CENI ne peut être inquiété pour ses actes, pour ses propos, son opinion à lui, dans l'exercice de ses fonctions à la CENI. Article 17. Plus loin, il y a d'autres articles. Et je crois que Et vous avez été inquiété, n'est-ce pas? je ne voudrais pas ramener le problème du Togo sur ma personne. Je ne suis absolument rien. Nous sommes 5. Le 28, quand à la Wissard, je pèse mes mots, quand à la Wissard, le président de la CENI a proclamé des résultats, je ne sais pas d'où il les sort, et tout le monde l'a vu, et que le matin, c'est-à-dire le 29, il a redonné un autre résultat, et que 3 jours après, le rapporteur est venu donner un autre résultat, et que à la Cour constitutionnelle, on n'est pas arrivé, je dis à ce micro, que la Cour constitutionnelle avait dit qu'elle a déployé ses délégués. Mais la même Cour constitutionnelle, en proclamant, selon lui, des résultats, je dis des résultats, pas le résultat, des résultats, a trouvé que les chiffres ne tombaient pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous devons prendre pour argent comptant une institution qui fait du faux? Si elle avait déployé véritablement ses délégués, je crois qu'elle aurait les résultats. Elle s'abstiendrait de proclamer les 3 résultats faux que M. Tafa Tabiou et son rapporteur ont proclamés au vu et au su. Je mets au défi quiconque, maintenant, pour nous prendre à défaut sur ce que nous on a fait. Parce que le 29, nous avons écrit au président de la CENI pour dire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait viole le code électoral. Il va falloir refaire les choses. Il ne nous a pas répondu. Nous sommes mandatés. Nous devons rendre compte. C'est pour ça que nous avons rendu compte sur les 26 et nous avons donné. Je mets au défi quiconque pour nous dire que ce que nous avons dit est faux. Et si on nous prend sur ce truc-là, donc j'attesterai qu'ils ont raison. Mais je mets au défi ce qui prouve que si nous n'avons pas les PV, nous ne pouvons pas proclamer. Mais nous voulons respecter l'accord politique du 24 avril, signé très tard dans la nuit par le gouvernement du Togo, par la communauté internationale, par les observateurs et par les 5 candidats qui ont pris part à ces élections. Nous sommes républicains. Nous voulons respecter les choses. Si les gens pensent que nous ne respectons pas, eh bien, libre cours à eux. Nous voulons construire un état de droit et l'état de droit passe par le respect des textes et lois qu'on se donne. Ok. Alors, Baptiste, on parlait justement de la caution morale qu'avaient joué les présidents ghanéens, ivoiriens et même du Sénégalais, le général Sangaré. Alors, tout cela, est-ce qu'on en a encore besoin forcément? Puisque ils n'ont pas. Si on parlait dans les détails, on a vu que tous ont dit que c'est bien, c'est nickel. Et voilà qu'on sort des contestations. Moi, je suis d'accord avec la façon dont les choses se sont passées, surtout quand les 2 présidents de la sous-région, 2 grands présidents de la sous-région, le président ivoirien et ghanéen, étaient venus ici pour voir exactement ce qui se passe. Ils ont fait 2 voyages, ils sont arrivés ici après le vote. Oui. Tout à fait. Non, le président ghanéen est venu 2 fois. Lui seul, alors, une fois. Donc, et, moi, je suis d'accord qu'il soit venu. Et c'est justement parce que ces présidents étaient venus que le CAP 2015 aurait été conforté. Parce que si jamais le CAP 2015 qui dit avoir été volé, je ne conteste pas que le CAP 2015 dit qu'il a été volé. C'est pas ce que je conteste. Et puis moi, j'ai jamais dit que le régime a gagné les élections. J'ai jamais dit ça. Je prends acte de la situation de fait. Et je fais mes analyses en fonction de cette situation de fait. C'est ça.
Alors, ces présidents sont des cautions bourgeoises pour le CAP 2015. Aujourd'hui, si le CAP 2015 dit qu'il a été volé, puisque ces présidents étaient impliqués dans le processus électoral, il suffit simplement de rassembler les preuves pour aller chez ces présidents et leur montrer que nous avons gagné et nous avons été volés. Ils vont le faire, ils disent qu'ils attendent le bon moment. C'est ça, non, Pedro? Oui, nous attendons le bon moment. Mais l'élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que Pedro et moi, nous ne faisons pas le même débat. Et lui, il a constamment fait le débat en tant que vice-président de la CENI, je le lui concède, qui consiste à démontrer qu'ils ont été volés. Moi, je dis, vous n'avez même pas le droit de nous dire ça, parce que vous avez été prévenu. Il ne me comprend pas. Je fais un débat dialectique qu'il aurait pu comprendre. Parce que tout le temps qu'ils ont passé, le FRAC, le CST, les tribunes, à la plage, partout, etc., pour dire, nous voulons rompre avec le cycle élection, contestation, dialogue, etc., et que finalement, on ait participé à cette élection sans les réformes, avec une cour constitutionnelle aux ordres qu'on a acceptés dès le départ. Et aujourd'hui, on veut démontrer qu'on a été volé. Je suis mal à l'aise dans ce débat. Je n'accepte pas le débat qui consiste à vouloir démontrer. Parce que mon collègue peut être mal à l'aise. Nous sommes dans un débat de libre opinion. Le premier meeting que notre mouvement, l'Appel des Patriotes, a organisé à Kassimé, derrière. Ce que j'ai dit, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai dit, nous faisons ces propositions-là d'une meilleure organisation de l'opposition pour que demain, plus personne dans l'opposition ne revienne d'une élection pour dire on nous a encore volé. On ne va pas dire ça toute la vie. Mais si vous êtes dans une maison et qu'un voleur arrive tout le temps, prenez les dispositions pour l'arrêter. Vous ne pouvez pas revenir tout le temps dire qu'on nous a volé. C'est ce débat que Pedro est en train de faire. Non, je ne fais pas ce débat. Cautionner ce débat. Je ne fais pas ce débat. Je ne fais pas ce débat. Il sonne faux. Non, Pedro a la parole. Ce débat est juste. Pourquoi il est juste? Alors, si, d'après vous, l'opposition doit s'unir, désigner une candidature unique, nous avons vu l'opposition. Je sais ce dont je parle. Ceux qui ont boycotté. Nous avons des oppositions finalement. Oui, ceux qui ont dit qu'il faut boycotter sont les mêmes qui sont allés prêter main forte au pouvoir en place. C'est vous qui le dites. Mais moi, j'ai les preuves de ce que j'avance. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est des signatures. Moi, j'ai des preuves de ce que j'avance. Vous parlez de qui? J'ai dit que c'est rira bien celui qui rira le dernier. Donc, deuxième rappel. Nous avons vu ceux que vous voulez qu'on soit ensemble pour faire quelque chose. C'est eux qui ont distribué de l'argent du pouvoir pour aller, pour soutenir ce pouvoir-là. Dans ce cas, il faut avoir des preuves de ce que vous affirmez. C'est pourquoi, depuis le début, je vous dis, rira bien celui qui rira le dernier. D'accord. Je sais que mon ami est journaliste. Je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait. Très bien. Et ce que je dis, c'est une porte entrouverte que j'enfonce. C'est ça. Je sais ce dont je parle et il sait ce dont je parle. D'accord. Mais maintenant... On va tourner dessus, on va changer de sujet. Oui, mais maintenant, il a parlé des observateurs. Mon œil. Moi, j'ai vu les observateurs. N'oubliez pas que j'ai supervisé les élections sur le terrain. J'ai vu les observateurs. Et vous avez bien fait de poser la question. Est-ce que c'est encore bon d'avoir des observateurs? Les observateurs, ils sont dans quelques bureaux de vote jusqu'à midi et puis ils rentrent chez eux tranquillement. Alors que le fond même du problème se passe après 16 heures. Il a parlé des observateurs nationaux. Mais eux-mêmes, ils ont dit, ils sont seulement dans quelques bureaux de vote. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais moi, je sais ce qui s'est passé dans la Kéran. Je sais ce qui s'est passé dans le Pendjal. Je sais ce qui s'est passé dans le Dangben. Je sais ce qui s'est passé dans l'Oti. Moi, je le sais. Parce que j'ai travaillé là-dessus. Okay. Vous voyez, c'est de ça. Je suis un témoin vivant. Donc, ces observateurs-là ne peuvent pas m'opposer ce qu'eux, ils ont fait. Ils ont fait mal leur travail.
Ok. Et très très mal d'ailleurs. Ils ont seulement empoché les sous. Et c'est moi qui l'avance. Bien, merci Pedro, merci Fulbert. Amis téléspectateurs, nous parlons des leçons à tirer de la présence du 25 avril dernier. Alors, autre préoccupation, maintenant que le vin est tiré, est-ce qu'il faut le boire en l'état ou bien faut-il mettre un peu d'eau? Moi, je pense que aujourd'hui, il y a une situation de fait. Oui. Tout à l'heure, on parlait de l'OIF. Le CAP 2015 a adressé un courrier à l'OIF pour que l'organisation renvoie des gens pour reprendre le comité d'accompagnement, pour faire le recomptage, etc. Donc l'OIF a répondu. Favorablement? Non. Dit, nous ne reviendrons plus parce que les institutions officielles ont proclamé des résultats. Alors, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que le Togo continue. D'autres élections vont venir. Ne perdons pas le temps dans une contestation stérile. La dernière fois, ça a duré 3 ans. 4 on ans. a marché pendant. Oui. Ça a duré 4 ans. 4 ans. Tout à l'heure, quand Pedro parlait de gens au sein de l'opposition qui sont allés je lui dirais que c'est eux au sein du CST qui ont accepté de se mettre avec des gens qui sont des transfuges du RPT avec n'importe qui et qui viennent pas. Évoluons. Alors, donc moi je voudrais dire simplement, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors moi je dis simplement que mais vous les avez quand même convoqués pour votre truc aussi. La contestation, elle est stérile. Si on sait que la contestation ne peut pas déboucher sur un résultat, même à supposer que contestation doit y avoir, faisons quand même le bilan de ce qui s'est passé. Même à supposer que nous avons été volés. Si nous avons été volés, c'est parce qu'il y a eu des défaillances, il y a eu des manquements. Revenons quand même pour faire le bilan, au lieu de rester dans la fuite en avant. Il y a un bilan à faire, il y a des remises en cause à faire au niveau de l'opposition. Donc moi je pense qu'il faut tourner la page de 2015. Même pour le CAP 2015. Comme ça. Oui, mais il faut la tourner parce que, eh bien, nous avons une situation qui n'est pas susceptible de changer. Est-ce que demain... C'est pas trop pessimiste, pas trop négatif? Non, ce n'est pas trop négatif, c'est politique. C'est une appréciation politique. Parce qu'en 2010, on a fait la même chose. Pendant 4 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ANC a marché, et puis elle s'est alliée avec d'autres pour former le CST, etc. Les résultats aujourd'hui sont là, nous n'avons pas réussi, mais nous pouvons réussir. Okay. Nous pouvons réussir. L'échec n'est jamais permanent. Quand on a un échec, à supposer même qu'on a été volé, c'est un échec. Et quand on revient à la maison, qu'on fait les remises en cause nécessaires, on voit là où se situent les manquements, les problèmes, les défaillances, eh bien, on réajuste et puis on repart à la bataille. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que le CAP 2015 doit revenir pour poser le débat de l'avenir de l'opposition, la question des réformes, la question des prochaines élections, plutôt que de nous amener dans une contestation qui n'aura pas d'issue, qui ne changera pas le cours de la vie politique. On ne peut pas le dire a priori. Mais c'est ce que moi je pense, oui, c'est une analyse politique. Tout à fait, c'est votre point de vue. Alors Pedro, la même question, hein, que faut-il faire à présent? Faut rester dans cette logique de contestation jusqu'au bout ou bien faut-il repenser justement la stratégie et voir sur quel pied danser, comme on dit? Je vais être un peu bête. Voilà, quelqu'un vient voler chez moi. Il m'a volé. Et je dis, ah oui, il m'a volé, je tourne la page. Je suis bête. Il faut poursuivre le jour, il faut poursuivre le voleur. Hein. Le voleur, il faut toujours le poursuivre. Ça, c'est un principe normal. Poursuivre celui qui vous a volé, ça, c'est un principe normal. Mais non, moi, je peux vous dire, à contrario, le CAP 2015, il n'y a pas de jour, les gens se réunissent. Moi-même, je peux vous dire que moi, je sors d'une réunion, je vous ai dit que je suis allé m'habiller pour revenir ici. C'est pourquoi, dès le débat, j'ai dit, rira bien, qui rira le dernier. C'est une constance. Il faut montrer maintenant à la face du monde que notre cause est juste. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Que notre cause, elle est juste. Vivement que ça ne prend pas trop de temps. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui. Les gens, la communauté internationale, c'est un serpent de mer. Vous avez écouté l'ambassadeur de l'Allemagne?
Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a dit que nulle part en Afrique, nulle part, c'est sa déclaration. Je l'ai d'ailleurs copié. C'est ça que j'ai de bien. Tout ce qui me choque là, je copie. Il a dit, montrez-nous où en Afrique, où la démocratie est en marche, où la démocratie est la plus vaste. Montrez-nous où en Afrique, le développement est en marche, si ce n'est le Togo. Ça, c'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne. Et je dis, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien quelque part. Et quand on m'a posé la question, j'ai dit, je ne sais pas quels sont les critères d'appréciation pour lui. Mais moi, je suis togolais. Je vis une situation. Ce que je sais, c'est qu'en 1933, le Reichstag a été incendié par les gens titulaires. On a mis ça sur les opposants. Mais en 2013, au Togo, chiffre terminé par 3, on a incendié les marchés de Kara et de Lomé. On a mis ça sur les opposants. Maintenant, je ne sais pas si c'est de la démocratie. Et si c'était de la démocratie, Hitler, il allait accepter Hitler chez eux. Donc, s'ils n'ont pas accepté Hitler chez eux, nous aussi, nous ne pouvons pas accepter le pouvoir là chez nous. Il faut être clair là-dessus. Donc, il y a un travail qui se fait. D'accord. Vous aurez, je ne veux pas dévancer des choses. Il y a tout un document qui est là, qui est pratiquement prêt, techniquement et politiquement. C'est tout ce que je peux dire. Ok, alors, autre préoccupation, alors nous enregistrons cette émission, il n'y a pas encore la désignation, soit d'un nouveau premier ministre de la formation du gouvernement. Qu'est-ce qui explique ce retard? Parce qu'on aurait pu penser que ça allait se passer plus vite. Oui, mais ce qui explique ça, c'est le fait que le parti RPT UNIR s'est trop éternisé au pouvoir et il y a une vacuité idéale et une vacuité de personnel au niveau de ce parti. C'est Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de... Ben, le problème, c'est que quand vous êtes au pouvoir pendant trop longtemps, vous n'avez plus d'idées. Vous n'avez même plus de personnel. C'est les mêmes que vous faites revenir. Regardez tous les gouvernements qui ont été formés sur les dernières périodes. C'est les mêmes qu'on nous a fait revenir. Et il y a une formule que la presse utilise très bien. On prend les mêmes et on recommence. Alors, moi, je pense que cette situation est inédite. Je n'ai jamais vu dans un pays, à moins qu'on me donne l'exemple, où on a fait des élections, un chef d'État a été proclamé par les institutions officielles, qui a prêté serment. Un mois après, il n'a pas trouvé son Premier ministre. Ça veut dire que on s'en fiche un peu de la situation des populations. Parce qu'un Premier ministre, quand vous le désignez, c'est également une attente populaire, une attente des populations. On ne peut pas tenir les gens en haleine comme ça pendant un mois en disant « je m'en fous d'eux, je fais ce que je veux ». C'est un peu ça en réalité. Donc, depuis un mois qu'on attend le Premier ministre, on ne l'a pas. Parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et quand on va le nommer finalement, quel oiseau rare. Quand on va le nommer finalement, on va encore attendre un mois pour la formation du gouvernement. C'est ça, c'est ce que nous observons. En réalité, ce qui se passe aussi, c'est que vous êtes un parti au pouvoir, vous gagnez tout le temps les élections. Il gagne tout le temps les élections. Bon. Vous gagnez les élections, gouvernez le pays. N'attendez pas que d'autres que vous avez proclamés battus viennent gouverner avec vous. J'ai le sentiment qu'on est encore en train de troubler l'eau pour débusquer des gens ici et là pour dire, eh bien, nous avons formé un gouvernement d'ouverture, nous avons, disons, la volonté de travailler avec tout le monde. Vous avez dit que vous avez gagné les élections. En 48 heures, vous devez désigner un Premier ministre. Vous devez l'avoir sous la main. Et en 48 heures après, vous devez avoir le gouvernement pour remettre le pays au travail. Ce qui se passe est inacceptable. Je connais la réponse de Pedro. Pour une fois, je suis d'accord avec mon collègue. L'analyse est fine sur ce point. Je suis d'accord avec lui, 100%. Et si je dois ajouter quelque chose, je prends la dernière partie, ils veulent troubler l'eau pour faire croire. En réalité, c'est un subterfuge pour eux. On fait mettre sur les médias sociaux que, on a contacté tel, alors qu'on a contacté personne. Hein. On a contacté personne. Donc, on ne vous a pas contacté, vous, peut-être. Comment ça?
Je dis on n'a contacté personne. D'accord. En tout cas, c'est un subterfuge. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, si. J'en sais quelque chose, c'est pourquoi j'en parle. Tu disais la même chose après. Non, j'en sais quelque chose et c'est pourquoi j'en parle. Donc, Oui. on veut faire mariner les gens et puis après, on va aller trouver. Voilà. C'est ça au Togo. Oui. On va encore aller trouver quelqu'un qui a un peu faim là. On va le mettre. D'accord. C'est ça. Alors, on me presse là de la réalisation que ça tire à sa fin. Très rapidement. Alors, finalement, est-ce qu'il y a quand même une issue pour l'opposition de se retrouver encore parce qu'on est fatigué, malade de ce déchirement interne de l'opposition? Très rapidement, Philbert. Quelle sortie de crise? Tout Et à comment l'heure, relancer le débat? vous disiez qu'il y a plusieurs oppositions. Oui. Moi, je dis non. J'ai entendu la même analyse de la bouche du premier vice-président de l'ANC. Une opposition, c'est ceux qui font face à un pouvoir et qui veulent le conquérir. Point final. Maintenant, s'il y a des gens au sein de cette entité-là qui se passent pour des opposants et qui ne le sont pas, eh bien, il faut savoir faire le distinguo entre ceux qui sont vraiment des opposants et ceux qui... Il n'y a qu'une seule opposition, mais l'opposition est traversée par des courants. Hein? Mais avec une question de leadership, effectivement. Mais c'est ça qu'il faut résoudre. Il faut résoudre ça comment? Comment, oui. Moi, j'ai réfléchi sur la question. Il ne faut pas résoudre ça par un statut qui est fait par le pouvoir. Pour moi, une opposition avec un chef de file dans un pays comme le nôtre, c'est plutôt une affirmation. C'est une envergure, c'est la capacité de rassemblement, c'est l'humilité, c'est la vision, c'est des qualités particulières que l'on démontre. Pour moi, ça ne peut pas être conféré par un statut peaufiné et envoyé par l'adversaire. J'en vois bien. Le chef de file de l'opposition, c'est une envergure qu'il faut démontrer. Ok, Pedro, rapidement. Oui, Comment j'entends parler d'envergure, de ceci et de cela. Ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Comment on a l'envergure? L'envergure ne se décrète pas. Comment ressouder l'opposition? C'est la préoccupation principale. En tout cas, ça ne tient qu'à moi seul. Hein. Ceux qui peuvent travailler ensemble, travaillent ensemble. Ceux qui ne le peuvent pas. Très séparés. C'est comme ça. Parce que l'histoire a montré que dans l'opposition togolaise, les gens fourbillent les armes, on tire les ficelles par ici, on peut faire des entourloupettes par là, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ceux qui sont capables de s'unir, ils n'ont qu'à s'unir et qu'ils déballent leur programme devant les populations. Si les populations sont d'accord, nous sommes en dégoût. Nous voulons construire une démocratie. Si les populations sont d'accord, elles prennent. Tous ceux qui se sentent capables de réunir beaucoup de gens, qu'ils les rassemblent, c'est tout. Qu'ils n'embêtent pas les autres. Mais en tout état de cause, ça ne se ferait pas au Burkina. Et le Burkina, nous on a vu celui qui est le chef de file de l'opposition, il n'avait même pas 17%. On a vu ailleurs, mais c'est au Togo seulement que nous, on cherche la petite bête. Il n'est pas rassembleur, il n'est pas élégant, il n'est pas ceci. Non, en politique, ce n'est pas l'élégance. Il faut quand même un profil, n'est-ce pas, de ce leader de l'opposition. Quel profil vous voulez? C'est la population qui confère. Non. Point final. Okay. Le chef de file de l'opposition, hein, c'est la population qui confère ça. Ce n'est pas quelqu'un. Pas dans une lutte politique. Bon. Dans une lutte politique, c'est la mais où est-ce que vous avez vu? capacité. Où est-ce que tu as vu ça, mon ami? Merci Philbert. C'est où est-ce que tu as vu ça, tu me dis? Merci Pedro. Il ne faut pas inventer ce qui n'est pas inventable. Merci à vous deux de partager ce temps d'antenne avec nous sur ces questions d'actualité. Je crois qu'on aura le temps de revenir de fond en comble sur des questions de détail. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre. Richard, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de réflexions. Au revoir, à très vite.